Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, veuillez suivre avec moi et attentivement cette leçon qui a comme titre quelques applications de la propagation rectiligne de la lumière. Situation d'apprentissage. L'homme a utilisé le principe de la propagation rectiligne de la lumière dans la fabrication de certains dispositifs et dans l'interprétation des phénomènes d'éclipse. Quelles sont ces applications? Comment se produisent des éclipses solaires et lunaires? Quelles sont les phases de la Lune? Je vous présente quelques applications de la propagation rectiligne de la lumière en images. Par exemple, dans la chasse, pour un chasseur, il utilise ce principe pour viser une telle cible. Le géomètre topographe, radar mobile, radar fixe, drone pour le contrôle de la sécurité routière, l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, ces deux éclipses sont totales, et les phases de la Lune. La chambre noire. La définition de la chambre noire est la suivante. La chambre noire est une boîte opaque dont une face est translucide appelée l'écran. Voilà. On sait bien qu'une boîte elle a 6 faces. Dans l'une des faces, elle va jouer le rôle de l'écran. On a enlevé cette face et on l'a remplacée par un milieu qui est translucide comme le papier calque, et la face opposée, on met un trou, on prend le point de rencontre des deux diagonales et on met un petit trou qui s'appelle le diaphragme ou le sténopé. L'image obtenue par une chambre noire. Expérience. On va poser devant ce trou qui est le sténopé une flamme, par exemple d'une bougie, et sur l'écran, on va obtenir une image de cette flamme qui est renversée. Observation et conclusion. On doit expliquer pourquoi l'image obtenue est renversée. Dans un milieu le plus obscur au possible, on observe sur l'écran de la chambre noire une image A'P' renversée de l'objet AB. Comme ceci, on a l'objet AB qui est un objet lumineux et ici on a l'image A'P' qui est renversée. L'image obtenue illustre la propagation rectiligne de la lumière provenant de l'objet. On a par exemple le point A, c'est un point lumineux, et ce rayon qui fait départ de ce point va traverser le sténopé et arrive jusqu'à l'écran. C'est-à-dire A', c'est l'image de A. On va prendre un autre rayon du point B. Elle va donner un point lumineux, image de ce point qui est B'. Si on prend par exemple celui du milieu, il va passer aussi par le sténopé et va donner un point ici au milieu. C'est pour cela qu'on prend les points extrêmes. Et comme ça, on voit bien que le faisceau qui fait départ de la flamme, elle est convergent. Elle se converge totalement au sténopé
pour devenir divergent et donne cette image. Remarque, toute image formée sur cet écran ou sur l'écran est dite image réelle. Donc cette image, c'est une image réelle. Pourquoi? Parce qu'elle se forme sur l'écran. Les paramètres qui influent sur l'image. On dit aussi les facteurs. La distance entre l'objet et le diaphragme, c'est-à-dire la distance entre l'objet et le sténopé. Voilà, on a le diaphragme, on a l'objet, on a une telle distance. Ça va donner cette image qui est renversée. Lorsqu'on éloigne l'objet AB du sténopé, on va obtenir une image qui est très petite. Donc la taille de l'image varie selon la distance qui est entre l'objet lumineux et le sténopé. Plus qu'on s'éloigne du sténopé, l'image est petite, plus qu'on s'approche, elle est grande. Le deuxième paramètre, c'est la profondeur de la chambre noire, c'est-à-dire la distance entre le sténopé et l'écran. Plus que cette distance est grande, plus que l'image est grande. Lorsque la distance entre le sténopé et l'écran augmente, alors la taille de l'image A'P' augmente aussi. Et pour le dernier paramètre qui est le diamètre du diaphragme, lorsque le diamètre du diaphragme est grand, l'image devient plus lumineuse mais floue, tandis qu'une ouverture réduite donne une image nette mais peu lumineuse. Donc il est préférable d'utiliser un trou qui a un diamètre qui est plus réduit. Les ombres. On va étudier le cas de la source lumineuse ponctuelle qui ressemble à un point. Donc on a un ballon qui est objet opaque qui ne laisse pas passer la lumière. On a un écran et on a une source lumineuse ponctuelle. Voilà, on a ici la partie éclairée de l'objet opaque et ici on a une partie qui est non éclairée. Il se forme une tache qui a la forme de l'objet. Il est non éclairé et aussi entre l'objet et l'écran, on a un espace qui est non éclairé. Pour celui qui se forme sur l'objet, c'est un nombre propre, et celui qui se forme sur l'écran, c'est un nombre porté, et l'espace entre ces deux ombres, c'est-à-dire entre l'ombre propre et l'ombre portée, c'est le cône d'ombre. Voilà, dans ce cas, on a trois sortes d'ombres. Ici, c'est la zone éclairée. Lorsqu'on éclaire un objet opaque par une source lumineuse ponctuelle, c'est-à-dire la lumière est émise pas à partir d'un seul point, donc on va obtenir différentes zones qui sont l'ombre propre et la partie non éclairée de l'objet opaque. On a ombre portée et la zone non éclairée sur l'écran. Et on a le cône d'ombre qui est l'espace non éclairé entre l'objet opaque et l'écran. Le deuxième cas, lorsque la source lumineuse est non ponctuelle, dite aussi étendue. Donc la même expérience, sauf pour la source sera non ponctuelle. Voilà, on a ici toujours la partie éclairée. On a une tache qui se forme ici, c'est l'ombre portée. Ici, on a l'ombre propre. Ici, on a le cône d'ombre. Et on a un anneau qui entoure
une ombre qui entoure l'ombre portée. C'est le pénombre. Donc on a une ombre propre, ici cône d'ombre, ici on a ombre portée, et le pénombre qui entoure l'ombre portée. Et c'est la zone éclairée. Et pour ces deux parties sont moins sombres, donc ce sont le cône des pénombres. Lorsqu'on éclaire un objet opaque par une source lumineuse non ponctuelle, c'est-à-dire une source étendue, on observe en plus l'ombre propre, l'ombre portée et le cône d'ombre. On obtient le pénombre est la zone la moins sombre qui entoure l'ombre portée. Et le cône de pénombre est l'espace le moins sombre qui se situe entre l'objet opaque et l'écran. Les éclipses. Les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, ce sont des phénomènes naturels qui se produisent lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. C'est la première condition pour qu'il y aura éclipse. Il faut que le Soleil, la Terre et la Lune soient sur la même ligne, c'est-à-dire alignés. L'éclipse solaire. L'éclipse du Soleil se produit lorsque la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, comme ceci. On a ici la Terre, on a le Soleil et on a la Lune. Lorsque la Lune, donc les trois sont en ligne droite, c'est-à-dire sont alignés, et la Lune, elle va cacher le Soleil pour ceux qui se trouvent sur l'ombre portée. L'éclipse totale est vue de l'ombre portée. Voilà l'éclipse totale. Presque le Soleil se cache totalement par la Lune. Et si ce n'est pas le cas, on a l'éclipse partielle. Elle est vue du pénombre de la Lune. On voit une partie qui est cachée du Soleil. Et ceci, il est vu par les observateurs qui se trouvent dans ces zones, qui est le pénombre. L'éclipse lunaire. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. On distingue deux sortes d'éclipses lunaires. Voilà, on a ici, c'est la Terre qui s'interpose entre le Soleil et la Lune. Lorsqu'on a pleine Lune pour l'observateur, à un certain moment, elle se cache. On dit qu'on a une éclipse lunaire. Voilà l'éclipse totale. Pour l'éclipse partielle, elle est vue de la pénombre de la Terre. On voit une partie qui est cachée de la Lune, bien sûr par la Terre. Tous les 29,5 jours environ, la Lune apparaît sous différentes formes appelées phases de la Lune. Au cours de ce cycle, la Lune passe par 8 phases différentes. On a ici la première phase, c'est-à-dire absence totale. On ne voit pas la Lune. Elle est dite nouvelle Lune. Et le début de ce cycle commence par un croissant, qui est le premier croissant. Puis on a le premier quartier. Et on a gibbeuse croissant. Et on a plein lune. Puis gibbeuse décroissante. Le dernier quartier et le dernier croissant.